Bonjour à tous, je suis psychomotricienne au centre de référence de troubles des apprentissages de Reims et j'ai longtemps travaillé en libéral. Je remercie chaleureusement les organisateurs de m'avoir conviée aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de psychomotriciens dans la salle, donc je suis ravie de pouvoir vous présenter la prise en charge en psychomotricité pour le patient TDC. Le psychomotricien, quelles sont ses qualités? Donc moi j'ai pensé, alors c'est une liste non exhaustive, j'ai pensé à sa rigueur, son sens de l'analyse, son esprit scientifique, sa patience, sa bienveillance, son engagement corporel, son sens de l'adaptation. Et en fait, j'ai proposé sa créativité et je voulais vous faire cette présentation par le prisme de la créativité. 20 minutes pour vous parler de psychomotricité, c'est très très court, donc je vais vraiment en fait m'attarder sur deux techniques qui sont la NTT, la Neuromotor Task Training, et la TGE, la technique graphique d'extension. Donc, démarrons avec la NTT. Je ne pouvais pas commencer cette présentation sans vous parler des recommandations de bonnes pratiques. On a beaucoup parlé du rapport de l'INSERM ce matin. On a également parlé des recommandations internationales de l'EACD. Alors moi j'avais l'année 2019 en tête, mais c'est possible que ce soit différent. Que nous disent ces recommandations? En fait, ça a été évoqué par ma collègue ergothérapeute juste avant, on va vraiment préconiser les interventions orientées sur l'activité et la participation. On va partir d'activités de la vie quotidienne, ça va pouvoir concerner les soins personnels, les loisirs, le sport, voilà, ça va vraiment être aussi à l'initiative de l'enfant et sans se focaliser sur les fonctions. Donc ça c'est important parce que historiquement, les psychomotriciens, ils ont beaucoup travaillé sur les fonctions. C'est-à-dire qu'en espérant faire évoluer une coordination, on venait travailler un peu de motricité globale, un peu de motricité fine, un peu d'attentionnel, un petit peu de posture, un petit peu de tonus, en espérant faire évoluer l'enfant sur ses coordinations. Et en fait, on sait que ça ne marche pas de façon optimale. Donc voilà, l'important vraiment, s'il fallait retenir quelque chose sur les interventions, c'est vraiment ce qui va être orienté sur l'activité et la participation du patient. Donc on va impliquer les familles et l'environnement, ça a été évoqué juste avant. Et en fait, autant le rapport de l'INSERM 2019, il parle de la coop, les recommandations internationales, elles citent 4 méthodes qui vont particulièrement bien marcher. Donc on a bien sûr la coop, on a la NTT que je vais vous présenter aujourd'hui, on a aussi l'imagerie motrice et on a les jeux vidéo actifs, mais qui sont préconisés qu'en complément des 3 autres méthodes. Donc la Neuromotor Task Training, ou entraînement neuromoteur à la tâche en français, on va être sur un format court, comme le disait Madame Galbiati juste avant, 10 séances, 9 séances. Si nos objectifs sont bien déterminés en début de prise en charge, on peut réussir à faire évoluer les choses en 9 séances. La NTT, elle vient répondre à cette observation, et c'est là où je vais faire un petit peu un rappel par rapport à une question qui a été posée ce matin, c'est que le patient TDC, il a du mal à détecter, à sélectionner l'information dans l'environnement et à savoir comment réaliser le geste. Est-ce qu'on doit s'obstiner à faire travailler l'enfant pour qu'il réussisse à faire sa coordination? En fait, si on ne lui propose pas une manière adaptée, on pourra s'obstiner autant qu'on voudra, on n'arrivera pas à le faire progresser. Donc la méthode NTT, les objectifs vont être choisis par le patient. On est toujours sur des objectifs SMART, c'est très important pour pouvoir avoir une marge de progression. Et ces objectifs choisis par le patient, ils vont être au préalable analysés par le thérapeute. C'est-à-dire que voilà, l'enfant va nous proposer une activité, et avant de pouvoir travailler avec le patient, le thérapeute il va analyser cet objectif, notamment pour en distinguer les invariants de coordination. Mais tout ça, je vous en parle un petit peu et je vais vous donner des exemples. Le thérapeute il doit se poser la question, comment on contrôle nos gestes ? Comment on les apprend et comment nous pouvons les enseigner. Et c'est en se posant ces questions-là qu'il va réussir à faire progresser le patient. Donc 2 étapes préalables. La première étape, c'est l'analyse de la tâche. Donc je vous en ai un petit peu parlé, c'est-à-dire que cette étape, elle se fait sans le patient, préalablement à la prise en charge. Le thérapeute, en fait, il va analyser cette tâche et il va essayer de distinguer les étapes nécessaires à la bonne réussite de la coordination. Je vous donne un exemple juste après. Il y a aussi une deuxième étape d'analyse de la performance. Cette analyse de la performance, elle se fait avec le patient. C'est-à-dire qu'on va observer le patient et on va se demander comment le patient il réalise le mouvement, toujours en ayant dans l'idée de pouvoir après le faire progresser.
Donc petit exemple, pour attraper un ballon. Analyse de la tâche. Les invariants de coordination, ils sont listés. On va avoir regardé le ballon, on va avoir écarté les mains, on va avoir refermé les mains. Donc ça, ce sont les étapes vraiment qui sont les étapes clés pour réussir la coordination. Ce qui va changer, c'est la colonne paramétrisation à côté. La durée et fréquence de regard, l'amplitude d'ouverture des mains, la vitesse avec laquelle on va refermer les mains. Ça va changer d'un essai à l'autre, ça va changer d'un patient à l'autre. Donc là, on va être vraiment sur une analyse plutôt de la performance, c'est-à-dire comment le patient il réalise la tâche. Donc on regarde notre petit patient faire son activité, et en fait là, ça va être vraiment le cœur du métier du psychomotricien, parce que beaucoup d'observations, et aussi une connaissance fine du développement, c'est-à-dire où le patient en est aussi par rapport à son développement. Ce qui va être intéressant après, ça va être le travail en NTT. Et ce travail-là, il va être différencié selon déjà le stade d'acquisition. C'est-à-dire que pour une coordination clé, pour une coordination cible, est-ce qu'on est sur un stade débutant, est-ce qu'on est sur un stade intermédiaire ou est-ce qu'on est sur un stade avancé? Et en fonction de ce stade, le thérapeute en NTT, il va pouvoir faire varier le type d'instruction. C'est-à-dire qu'on va être sur la découverte par exploration, de la découverte guidée, de l'instruction directe. Il y a beaucoup de façons de pouvoir faire travailler l'enfant. On va avoir aussi des types d'apprentissage qui vont être différents. On va passer par de l'explicite, on va passer par de l'implicite. Donc je vais m'attarder un petit peu plus loin sur ce point-là. Et le type de feedback. On peut avoir des feedbacks sur la tâche, on peut avoir des feedbacks sur l'enfant. Donc voilà, ça va être très très riche pour le coup, et ça va être vraiment au thérapeute de s'adapter pour pouvoir proposer à l'enfant des choses qui vont être dans la zone proximale de développement qui va être adaptée à cet enfant. Le thérapeute en NTT, il peut dire ce qu'il faut faire ou le faire deviner. Mais c'est à la différence avec la coop, on vient de l'évoquer. En coop, on ne dit pas ce qu'il faut faire. Alors qu'en NTT, on a la possibilité de le faire. Encore une fois, c'est à l'appréciation du thérapeute. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux faire deviner ou est-ce qu'il vaut mieux dire directement à l'enfant? Et parfois, on peut voir que ça peut fonctionner. On va augmenter ou diminuer certaines contraintes pour que l'enfant soit en réussite. La zone proximale de développement, là, on y est. Pour le coup, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier les contraintes pour que ça puisse aider l'enfant. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez intuitif quand on est psychomotricien. C'est-à-dire que si l'enfant ne réussit pas à lancer sa balle dans un bac, le psychomotricien, ce qu'il va faire, il va essayer de rapprocher le bac, il va essayer de mettre un bac un peu plus large. Donc ces contraintes-là, en fait, on a l'habitude de le faire. La principale différence, pour le coup, pour le NTT, c'est qu'on va le faire vraiment en fonction du stade d'acquisition de l'enfant. Et ça va pouvoir varier. On va accorder beaucoup de temps de pratique à l'enfant. Un peu plus qu'en coop, c'est-à-dire qu'on va vraiment pratiquer beaucoup pour essayer de faire automatiser le geste. Et on va utiliser l'apprentissage implicite si possible, surtout en créant des contraintes qui vont permettre au geste d'émerger. Petit exemple. Donc cet exemple-là, c'est un exemple de mes collègues montpelliérains qui sont très dynamiques en ce qui concerne la méthode NTT. Donc l'objectif de l'enfant, c'était descendre une piste en ski. Donc l'analyse de la tâche, on va venir en fait extraire nos invariants de la coordination. Là, l'invariant que je vous ai noté, c'est les genoux doivent être libres, c'est-à-dire qu'on ne doit pas verrouiller les genoux pour pouvoir réussir à descendre sa piste de ski, pour pouvoir tourner, pour pouvoir freiner. L'analyse de la performance, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend que l'enfant verrouille les genoux. Donc là, on a un souci, on va devoir modifier cette compétence. On remarque aussi que l'enfant il est dans un stade intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout reprendre, mais on a une difficulté à modifier la posture. Donc ça va être vraiment ce qu'on va essayer de travailler avec la méthode NTT. Par un jeu de contraintes, on va essayer de faire émerger le mouvement, émerger le geste. Là, ce qui a été proposé, c'est de poser une porte sur le parcours de l'enfant. Donc je vous ai mis une petite photo, je ne sais pas si ça se voit bien, mais une espèce d'arceau, en fait, qu'on va pouvoir positionner. On va la positionner sur le parcours de l'enfant et on va essayer de voir comment s'adapte l'enfant. Donc ce qu'il va faire avec sa porte, c'est qu'il va pencher le buste en avant, donc il modifie sa posture. Par contre, ce n'était pas la compétence attendue. Donc là, le thérapeute, il va se poser, il va se creuser les méninges, il va essayer de trouver une autre contrainte. En fait, on va venir abaisser la porte. Et au bout d'un moment, le patient, ce qu'il fait, c'est qu'il plie sur ses genoux pour pouvoir passer en dessous de la porte. Donc là, on a réussi à avoir la compétence cible.
on va faire beaucoup de pratiques et on va passer beaucoup par l'implicite. C'est-à-dire qu'en pratiquant avec ces portes placées sur le parcours, au bout d'un moment, l'enfant il ne perçoit plus les portes et en fait il va pouvoir plier les genoux de façon automatique. Donc on vient ensuite lever les contraintes pour vérifier que cette compétence en fait elle se généralise bien sans la contrainte. Et bien sûr, on a la réévaluation de l'objectif pour vérifier qu'on peut passer à une autre compétence cible. Les intérêts de la NTT. La NTT, c'est l'une des 2 approches les plus recommandées pour le TDC. C'est pour ça que je vais encourager vraiment les psychomotriciens à se former. Parce que voilà, on a vraiment de très bons résultats avec cette technique en termes de maîtrise des coordinations. On a la possibilité de travailler avec des patients qui auraient un TDC pur, mais aussi avec des patients qui auraient des comorbidités. Ça marche particulièrement bien pour les enfants qui auraient un trouble du langage oral ou une déficience intellectuelle. C'est-à-dire que vu qu'on va moins passer par la verbalisation qu'avec la méthode coop, on va pouvoir avoir des résultats qui vont être intéressants. Attention, on peut très bien faire de la méthode coop avec un patient qui aurait une déficience intellectuelle, mais ça demande beaucoup plus d'ajustement de la part du thérapeute. Le travail à NTT, il est particulièrement intéressant pour les dysgraphies. Donc voilà, ça c'est vraiment des résultats qui ont été montrés, donc ça va être intéressant pour ce type de patient. Et le travail à NTT, il peut se faire en relation duel ou en groupe. C'était une des commandes des organisateurs de pouvoir vous présenter la prise en charge en psychomotricité, notamment en groupe. Il n'y a aucune contre-indication à faire de la NTT en groupe. Au contraire, c'est très riche. La seule limite de la NTT, c'est la créativité du thérapeute pour pouvoir proposer des contraintes et pour pouvoir se réadapter. Donc autant vous dire que normalement, en tant que psychomotricien, c'est possible. Alors, je vais vous parler maintenant de la TGE, qui est la technique graphique d'extension. Donc, la technique graphique d'extension, qui est inspirée de la méthode Martenot, en fait, cette technique, elle aborde des éléments toniques et posturaux via des tracés de grande amplitude à la craie sur des supports muraux. Vous allez me dire, tracé à la craie sur des supports muraux, ça n'a rien de bien révolutionnaire. On a toute une méthodologie en fait derrière qui va permettre de faire émerger beaucoup de belles choses au niveau du graphisme et de l'écriture. Le différent type de traces, on peut avoir des cercles, des droites ou des courbes. On va avoir des conditions particulières de traçage, c'est-à-dire qu'on va venir neutraliser certains paramètres d'exécution motrice, notamment en réduisant les degrés de liberté de certaines articulations, et en fait, tout en mettant d'autres en exergue selon les objectifs thérapeutiques. Donc on va proposer aussi différents types de traces selon ce qu'on veut travailler avec le patient. Les paramètres modifiés, ils sont essentiellement sensoriels. Donc on va avoir de la posture, du tonus, du visuel et du kinesthésique. L'intérêt principal, c'est le traçage qui va servir de feedback à l'enfant. En fait, l'enfant va produire sa trace et on va l'inviter à regarder sa trace, à analyser sa trace et en fonction des petites imperfections de la trace, on va en fait lui permettre d'ajuster la réponse motrice par la suite. Donc un petit exemple. Donc, je ne m'attendais pas à avoir un tableau, donc je remercie les organisateurs d'avoir vraiment devancé mes besoins, c'est parfait. Alors je ne sais pas si je vais réussir parce que voilà, je suis un peu plus stressée que d'habitude. Alors, la compétence cible, c'est celle de gauche. C'est-à-dire que voilà, déjà en termes de posture, on va se positionner perpendiculairement au tableau. Donc voilà, et en fait, on va chercher un mouvement de grande amplitude. Donc en fait, on va venir chercher à faire ce mouvement-là. Donc en termes de posture, on a des choses particulières. En termes de tonus, en fait, on va chercher à gainer l'axe et venir assouplir notre épaule. Et en fait, on va chercher vraiment l'extension. Donc l'idée, en fait, c'est de produire un mouvement rapide. Donc là, c'est pas hyper pratique, mais l'idée, voilà, je pense que vous avez bien saisi le geste. Donc dans ce sens-là, ou dans le sens anti-horaire pour les gauchers, bien sûr. Donc voilà. L'exemple à droite, il est intéressant parce que en haut à droite, vous avez un appui irrégulier sur le support. C'est-à-dire que l'enfant, quand il a produit sa trace, il y a tout un moment où la craie n'écrivait pas sur le tableau. Et en fait, l'enfant, en se reculant, en analysant la trace, il va se dire « Ah oui, là, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. » Donc, via un guidage verbal, via un guidage
corporelle, on va vraiment essayer de maîtriser la compétence cible qui est d'avoir le tracé en continu au niveau du cercle. Un autre type de trace, donc là on est sur la production d'un soleil, donc soleil qui n'est pas complet, donc je vais devoir vous tourner le dos. On va se mettre à distance à peu près à distance de bras du tableau. On va partir en fait du centre, on va avoir une tenue de la craie particulière et en fait on va faire des mouvements d'extension. Et l'idée c'est que les tracés ne se chevauchent pas. Voilà, je ne me suis pas entraînée, je n'ai pas fait mes petits échauffements avant, donc voilà. Donc l'idée en fait c'est d'avoir ce genre de choses. En fait on va avoir un recrutement tonique qui va être très important pendant le mouvement explosif, pendant le geste. Et ce qui va être très intéressant, c'est la phase de détente ensuite. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, on a vraiment une détente musculaire. Et ça va être particulièrement intéressant pour les enfants qui viennent nous voir en prise en charge et qui sont très très crispés sur l'outil scripteur. Donc voilà, là ça va être intéressant de pouvoir utiliser par exemple cette technique. Les limites. J'espère que pendant que je vous présentais la méthode, vous vous êtes dit ça ne correspond pas du tout aux recommandations de bonne pratique. Là, on est vraiment, pour le coup, sur un travail sur les fonctions. On va venir travailler la posture, on va venir travailler du tonus, en espérant généraliser quelque chose sur l'écriture. Bon, il y a quand même des avantages, donc je vous les montrerai juste après. Ce dont on se rend compte, c'est que cette activité-là, elle ne met pas en jeu les mêmes capacités cognitives. Forcément, dans l'écriture, il y a du langage, voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent intervenir. Donc, ce n'est pas une méthode suffisamment complète pour pouvoir faire progresser l'écriture. L'écriture et les dessins s'appuient sur des systèmes différenciés assez tôt dans le développement. Donc, quand on va recevoir nos patients en prise en charge, souvent, cette différenciation, elle a déjà eu lieu. Donc, il y a des intérêts à pouvoir faire cette méthode, mais en tout cas, ça va être une des limites. L'utilisation du support mural, qui est forcément une grande différence, parce que nos patients, quand ils écrivent, ils sont assis devant un bureau. Donc, forcément, il y a des choses qui changent. Et les mouvements de l'écriture qui vont être beaucoup plus distaux. Là, on est vraiment sur des gestes amples, sur des gestes d'extension, alors que l'écriture, on sait que voilà, ça vient vraiment travailler sur des aspects beaucoup plus distaux. Les intérêts, parce qu'il y en a, sinon je ne vous présenterai pas cette méthode. Le principal intérêt pour moi, c'est de servir de phase d'approche. En fait, quand je recevais mes petits patients en libéral, la plupart du temps, ils n'avaient pas envie de travailler l'écriture. Ils étaient très réticents, ils étaient beaucoup dans l'évitement. Et en fait, de passer par quelque chose d'aussi créatif, ça vient apporter une adhésion thérapeutique et ça nous permet de travailler l'écriture ensuite via la méthode coop, via la méthode NTT. Donc voilà, c'est assez intéressant en complément. On vise aussi l'amélioration de composantes motrices, forcément, avec cette méthode-là. Je pense qu'un des intérêts aussi, c'est d'apprendre à analyser sa trace, notamment pour pouvoir analyser ensuite l'écriture. C'est-à-dire quand on produit un B et qu'on a un petit tremblement sur la boucle, forcément le patient qui a fait de la TGE, qui va avoir appris à analyser sa trace, il va se dire, bah là, il y a un truc dans la production de mon mouvement qui a changé, qui est pas forcément optimal. La possibilité de travailler en groupe. Voilà, je pense que les groupes TGE, c'est quand même quelque chose de très intéressant, notamment voilà, en termes de créativité, on va pouvoir vraiment avoir accès à des choses très très riches. Et pour finir, le côté bien sûr esthétique, parce que je pense que voilà, il y a vraiment un intérêt esthétique aussi. Donc ça, ce sont des productions d'élèves en psychomotricité, donc on n'attend pas forcément ce niveau-là avec nos petits patients, mais voilà, ça va être vraiment une super technique pour pouvoir donner envie aux patients de venir travailler. Voilà. J'espère avoir été claire et je vous remercie de votre attention.